aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un projet que j'ai, un groupe Facebook. On sera comme une communauté où on peut interagir les uns et les autres. Après, il faut que je me modère. Bon, ce que je souhaite vous proposer, c'est le club privé des Sépiens résilients. Alors, j'ai eu une idée de ça parce que actuellement, je suis accompagnée par une coach de vie qui a monté une association à Paris qui s'appelle Les Résilientes pour aider les anciennes victimes de violences sexuelles et pour les aider à libérer les émotions qui les maintiennent dans ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Bref, peu importe. Elle vient de faire une masterclass où elle explique les 5 ingrédients au bonheur du rap et je voulais vous le partager. Alors elle propose, comment dire, elle a 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube hein, pour vous montrer un peu la différence avec moi. Mais elle a créé cette masterclass également pour présenter son programme Les Alchimistes où elle accompagne les personnes qui le souhaitent à se transformer, c'est-à-dire de passer d'état de victime à résiliente. Et ça m'a donné l'idée de faire pareil. Alors, j'ai pas de programme à vous proposer, hein. C'est absolument gratuit. Mais j'ai pensé que c'était intéressant, finalement, de pourquoi pas créer un groupe que j'appelle Club privé des Sépiens résilients pour aider les personnes qui ont du mal à accepter la maladie. Et finalement, ce qu'elle fait avec moi, c'est-à-dire de passer d'état de victime à résiliente, même si je suis déjà, enfin, j'ai déjà vécu différents événements dans ma vie qui ont fait que j'ai dû surmonter tout ça et j'ai déjà été résiliente plusieurs fois. Mais là, j'ai pensé vraiment aux personnes qui ont la sclérose en plaques et qui ont du mal à accepter cette maladie. Et c'est le même procédé, le même processus, que ce soit victime d'agression sexuelle ou on a une maladie chronique et il y a des personnes on se sent victime parfois d'une maladie. C'est un coup du sort, pourquoi moi pourquoi est-ce que j'ai cette maladie après tout, on n'a rien fait pour que ça arrive, quoi. Et donc, je pense que quoi qu'il arrive, on a la maladie ou on l'a pas. Si on l'a, qu'on ait l'esprit, son mindset, son état d'esprit, où on se dit oh, j'ai pas de chance, hein, franchement, pourquoi c'est tombé sur moi, j'ai une seule maladie, je sais pas, voilà ce côté un peu Calimero, ou bien, d'accord, c'est la sclérose en plaques, c'est pas facile à vivre avec, mais c'est pas pour autant que ça m'identifie, je ne suis pas que ça, je ne suis pas que la maladie, et puis quand on est victime, on est comme ça, on va être malheureux toute sa vie, voilà, malheureux, malheureuse. Alors que si on se dit, d'accord, j'ai la maladie, mais je veux, ça me rappelle mes premières vidéos où je faisais la neurologue, où je disais au neurologue, je veux être acteur de ma santé. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais tombée mon premier neurologue, ça n'allait pas du tout parce que j'avais tendance à me mettre dans un état de, pas victime, mais un état de patient, et l'état de patient qui patiente. Et pas le patient qui s'informe. C'est pour ça que moi j'aime bien les médecins qui nous expliquent. Et je ne suis pas du tout dans le côté patient qui attend, ou qui attend pas parce qu'il n'y a rien à attendre, étant donné que le médecin ne lui dira jamais rien. Comme je vois la mon gastro-entérologue, elle m'a dit vous allez reprendre du poids et tout, mais elle me dit pas comment ça se fait que je n'ai pas dû autant, je comprends pas, je continue à manger et pourtant elle va rien m'expliquer. Moi j'aurais bien aimé comprendre. Et donc ça, dans la maladie, quand on comprend comment elle fonctionne, quand on sait comment réagir, par exemple, on a une poussée. Alors on va me dire, voilà la neurologue que j'avais vu au tout début, en 2008, elle me disait, c'est moi, grand neurologue, hein, qui vous dirait quand vous aurez une poussée, vous m'appelez. Attendez, moi je préfère qu'on m'apprenne à reconnaître les signes d'une poussée, à savoir si là, ça peut être une poussée ou pas. Après, bien sûr, j'appellerai mon neurologue, mais de me rendre acteur. Et donc, dans cette masterclass que j'ai suivie, elle disait en fait avoir la capacité d'agir sur ses pensées et ses émotions pour devenir non plus une victime, mais devenir en fait un être responsable, être capable d'agir sur sa vie.
c'est ça en fait. On a la maladie, d'accord, mais on peut peut-être voilà, agir, ça veut dire se renseigner sur la maladie, bien la connaître pour savoir comment réagir, comment comprendre ce qui nous arrive. Quand on comprend les choses, c'est comme moi je trouve que c'est plus facile à les accepter. Parce que tant qu'on est victime, on se dit victime d'une maladie, eh bien on est dans un état de l'impuissance. Alors que quand on est acteur, responsable, on a un pouvoir sur sa vie. Voilà, être auteur de ma santé, auteur de ma vie. Tu as le choix de ne pas rester une victime, donc malheureux, toute ta vie. Tu peux choisir ce que tu fais de ton épreuve, de ta vie. Donc, c'est reprendre la responsabilité de sa vie. Donc, c'est vrai que quand on a le choc de l'annonce de la maladie, et on se dit, je suis foutu. Hein, ça nous est tous arrivé, je pense, plus ou moins. Et puis, à un moment donné, ben, on a compris qu'il fallait faire avec, transiger avec, et pour rebondir, en fait, ce qu'on appelle donc après la résilience. Et donc, ça c'était le premier ingrédient, être responsable de sa vie, reprendre la responsabilité de sa vie. Le deuxième ingrédient, c'est revenir au moment présent, ici et maintenant. En fait, alors ça c'est plus compliqué, je trouve, enfin plus compliqué. Elle explique que le bonheur, c'est quand on ne peut être que dans le présent. On ne peut pas être dans le passé ou dans le futur. Anticiper, ça peut créer du stress. Alors moi je dirais deux choses. D'une part, on peut très bien sentir un état de bonheur quand on se rappelle des moments où on était bien. D'ailleurs, c'est un peu le principe aussi de l'auto-hypnose. Quand on se met dans un état d'hypnose où on se rappelle des moments où on est bien, par exemple, on fait ressentir le scan corporel et après on est détendu, on est en état d'hypnose, on nous dit vous vous sentez, vous êtes dans un endroit où vous êtes bien, que ce soit à la plage ou bref. Et ça c'est possible. Mais en général quand même, le bonheur il est dans le présent. Et même quand on est en auto-hypnose, on est quand même dans le présent. Voilà, dans le ressenti de son corps. Et puis après anticiper. Mais en fait, c'est pas toujours évident parce que nous, comme on a une maladie chronique, on a quand même obligé d'anticiper un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, on va... Parce que sinon, on va se retrouver du jour au lendemain, la maladie qui nous tombe dessus, enfin, qui s'aggrave par exemple. Donc anticiper, ça veut dire, ben, comme c'est mon cas, c'est aller aménager ailleurs qu'ici, dans un endroit où ce sera adapté pour la personne à mobilité réduite. Et ça, si on n'anticipe pas, eh bien, tous les jours au lendemain, je ne vais plus marcher, qu'est-ce que je fais? Je vais où? Je ne peux plus rester là, voilà. Donc, mais bon, là, c'est pas... Comment dire? Il y a des périodes où on peut anticiper, des périodes où on est dans le moment présent. En tout cas, c'est ce qu'elle disait. Ce qui est intéressant, donc, c'est justement, c'est pratiquer une méditation pour être dans le présent. On va observer pour avoir conscience, ce qui permet de transformer ses pensées, revenir ici et maintenant. Donc quand on cherche à faire une méditation, souvent on va avoir des pensées qui nous arrivent. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir et quand on se remet dans l'observation, en fait, ce scan corporel, comme je le disais, on va se recentrer sur sa respiration, par exemple, respiration par le ventre, et bien tout de suite on va calmer déjà son état émotionnel et en plus aussi ses pensées. Donc si vous avez des pensées, c'est normal dans l'état de méditation, et tout de suite on revient sur les sensations du corps, ce qui permet de faire ralentir notre esprit, comment il disait ça? Cédric Michel qui disait notre esprit diablotin. Voilà. Donc ici maintenant. Donc pour ceux qui sont sujets à beaucoup converger, à beaucoup se stresser par l'avenir, pour l'avenir, pensez à faire des méditations, mais également de l'hypnose guidée. Il y en a pas mal sur YouTube qu'on peut trouver. Il y a une personne qui m'avait demandé de faire de la ASMR, j'avais fait une vidéo comme ça, éventuellement. Après, donc, le troisième ingrédient, c'est être dans
dans l'être justement. Que le bonheur est un état d'être qui se cultive. Le bonheur, c'est pas dans la possession des choses matérielles. Même si, encore une fois, là j'ai un petit bémol, bien sûr que si on est handicapé et qu'on n'a rien pour vivre, enfin, je veux dire, s'il nous manque à manger, s'il nous manque des aliments dans le frigidaire, qu'on n'a rien à manger, ou si on ne peut pas sortir un fauteuil roulant alors qu'on en a besoin, bien sûr que là, il y a des possessions dont on a franchement besoin pour vivre. Mais en tout cas, ce ne sera pas ça qui va nous apporter le bonheur. Le bonheur, c'est plutôt dans l'état d'être. Et ça, c'est important à savoir. Comme disait la coach, donc c'est celle qui a écrit le livre L'or des cicatrices, elle disait je vais m'acheter une robe, je vais être contente 5 minutes. Voilà, c'est ça en fait. Alors que quand on expérimente des choses, on est bien longtemps, en plus on peut y repenser, voilà. Vous avez tous vécu ça, des moments qu'on a partagés avec des proches, et c'est cet état-là qui nous rend heureux. Et il y a la chanson de Maï qui dit c'est finalement quand on n'a plus le bonheur qu'on se rend compte qu'on avait été heureux. Donc voilà, donc le bonheur vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur, de soi. Donc il faut travailler sur ses croyances limitantes, sur les mauvaises herbes de son jardin, parce qu'elle comparait donc au jardin intérieur avec un jardin. Alors après, quatrième ingrédient du bonheur, c'est la congruence. La congruence, c'est être en cohérence avec soi-même, être aligné. Par exemple, il faut dire des choses que l'on fait. Parce que si on dit des choses qu'on ne fait pas, on est dans un conflit interne en fait. Et pour avoir la paix intérieure, il faut être congruent, donc être en cohérence avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Après, cinquième clé, c'est la notion d'autorisation, permission à soi. Je m'autorise à être heureux. Alors là, c'est intéressant, c'est que elle disait, j'ouvre un espace en moi, je me permets d'accueillir le meilleur dans ma vie. Et là, elle proposait donc des méditations de respiration où on va visualiser cet espace en nous. Et c'est vrai que quand on a une maladie comme la sclérose en plaques, où on vit des choses qui ne sont pas faciles, eh bien, penser à visualiser, comment dire, un espace en soi où on est prêt à accueillir le bonheur, c'est s'autoriser au bonheur, ça veut dire il n'y a pas que le malheur qui va être possible. Parce que ça, c'est déprimant, quoi. Si on se voit, on pense à soi que comme une personne qui ne peut plus faire ça, ne peut plus marcher, ne peut plus courir, je peux plus. Il y a quoi se flinguer, alors que non. Alors que si on se dit, je vais visualiser un espace en moi pour accueillir le bonheur quand il va se présenter, on est dans un état d'esprit différent, en fait. Voilà. Donc c'est tout ça que je voulais vous dire. Après, ce que j'ai marqué, donc elle parlait aussi de l'importance de passer par l'expérimentation, mettre en application son savoir, l'intégrer dans sa vie, parce que savoir des choses, c'est pas utile si on les met pas en pratique. Par exemple, apprendre à transformer ses blessures. Une expérience de transformation à vivre. Bon là après, elle parlait de son programme d'évolution personnelle. Et donc, ça m'a donné l'idée de proposer ça aussi pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi. Mettez un pouce et diffusez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes.